Pour ce 11e numéro d'Histoire d'art, je te propose d'assister à une prise de décision des plus délicates. En effet, aujourd'hui nous allons observer cette œuvre-là. Comme d'habitude, il s'agira de suivre les étapes de la méthode et donc commençons par présenter cette œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information du cartel. Voici ce que nous indique le cartel. Je te propose d'en faire la présentation. Cela pourrait donner cela. Cette œuvre est réalisée par l'artiste Pierre-Paul Rubens. Elle est intitulée Le Jugement de Paris. Rubens a réalisé cette œuvre probablement dans les années 1632-1635. La technique utilisée ici est de la peinture à l'huile sur un panneau de bois. Cette œuvre mesure 144,8 cm de haut sur 193,7 cm de large. Et c'est une peinture que l'on peut admirer à la National Gallery, un musée de la ville de Londres. Pierre-Paul Rubens, que tu peux voir ici dans deux de ses autoportraits, cela veut dire qu'il s'est représenté lui-même, né en 1577 et meurt en 1640. Ce peintre a vécu et travaillé dans les Flandres, cette zone du nord de l'Europe, correspondant aujourd'hui en partie à la Belgique. Il a notamment beaucoup travaillé dans la ville d'Anvers. Pierre-Paul Rubens participe d'un courant que l'on appelle le baroque. Le baroque est un courant artistique qui va toucher toutes les formes d'art, la peinture, la sculpture, la musique, etc. Il naît en Italie, puis s'étend dans toute l'Europe. Il se développe à la fin du XVIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Rubens est l'un des plus grands représentants de la peinture baroque. Il a livré une production artistique extraordinaire, plus de 300 œuvres peintes, souvent de très grands formats, des portraits, des scènes religieuses, des scènes mythologiques, caractérisées à chaque fois par une palette très identifiable, de couleurs chaudes et vibrantes dans des formes rondes, voluptueuses. Le baroque, c'est l'art de la séduction par les couleurs, par les lignes, par la lumière, par le mouvement, c'est le sens du théâtral et de la mise en scène. Je te propose de passer à la suite, décrivons cette œuvre, autrement dit, qu'est-ce que l'on voit à l'intérieur de cette image. Tu peux marquer une pause comme d'habitude pour compter les personnages, les décrire, les caractériser, où est-ce qu'ils sont, que font-ils, comment sont-ils habillés, etc. Assez rapidement, on observe une organisation assez simple des personnages à l'intérieur du rectangle de l'œuvre, à savoir des femmes sur la gauche et deux hommes sur la droite. Ces personnages, donc, sont au nombre de 6. Nous allons les observer les uns après les autres, en commençant par la zone plus importante, à savoir la zone de gauche qui occupe presque 2 tiers de l'image. Cette zone de gauche nous montre donc 3 femmes. La première des 3 femmes, celle qui est le plus à gauche, est tournée directement vers nous, spectateurs. D'ailleurs, elle nous regarde. Les bras sont levés, elle est nue, si ce n'est un linge blanc qui cache sa nudité. Je vois derrière elle un autre vêtement rouge qui est sur une branche d'arbre. Cette branche d'ailleurs qui soutient 3 éléments. Premier élément, une chouette ou un hibou qui est posé sur la branche. Deuxième élément, je vois un bouclier sur la face duquel je devine une tête avec une chevelure de serpent et une bouche grande ouverte. Et troisième élément, une lance est reposée sur cette branche. Au pied de la femme, sous le bouclier, je vois un casque à plumes. Deuxième personnage, la femme du milieu, est tournée vers le groupe d'hommes qui était tout à fait à droite. Elle les regarde. Elle est nue elle aussi. Je devine un vêtement sombre avec un revers doré qui tombe au sol. Ses cheveux sont noués en une coiffe assez élaborée. Ses cheveux sont retenus par des bijoux, des perles et des fleurs. Elle porte une boucle d'oreille, une perle à l'oreille. Le dernier de ces 3 personnages féminins est tout à fait donc à droite de ce groupe. Cette femme nous tourne le dos et regarde en direction des 2 hommes. Elle est elle également dénudée,
Un manteau glisse de ses épaules, un manteau rouge à la doublure sombre. Et à ses pieds, un animal que j'identifie assez facilement grâce à ses plumes et à sa tête, il s'agit d'un paon. Si je continue la description de mes personnages, j'arrive donc au groupe des deux hommes sur la droite, en commençant par celui que je vois derrière un arbre, sa main gauche est en appui sur la branche de ce même arbre. Il porte un casque ailé, un manteau ou une cape rouge prise dans le vent, et de sa main gauche tient un instrument que je reconnais comme étant un caducée, ce bâton autour duquel s'enroulent deux serpents. Je peux facilement le reconnaître car je l'ai déjà croisé à l'occasion d'une autre œuvre. C'était le premier numéro d'Histoire d'art avec le personnage le plus à gauche de cette composition réalisée par Sandro Botticelli. Le dernier personnage, l'autre homme qui est assis devant l'arbre, le plus près de nous, il est assis au pied de cet arbre, à ses pieds se tient un chien couché, il tient de sa main gauche un bâton et de sa main droite un fruit qui semble être une pomme. À l'arrière-plan se dégage un paysage avec notamment des moutons qui semblent paître dans la prairie. Il ne s'agit pas d'oublier le sixième et dernier personnage, cet enfant dans le coin inférieur gauche. C'est un enfant qui a deux particularités. La première, c'est qu'il porte des ailes dans le dos. La deuxième particularité, c'est qu'est noué à ses épaules un carquois, c'est-à-dire un étui à flèche dont je devine la partie inférieure derrière lui. Pour compléter cette rapide description, revenons à ces jeux de regard particulièrement importants ici. Nous avions vu comment la femme numéro 1 regardait en direction du spectateur. Nous voyons ici nettement comment la femme numéro 2 regarde en direction de l'homme qui est assis au pied de l'arbre, de même que la femme numéro 3 regarde dans cette même direction. A l'inverse, les deux hommes regardent en direction des femmes, et je peux même être plus précis, les deux hommes regardent plus particulièrement la femme numéro 2. D'où alors cette pomme, ce fruit tendu par l'homme vers la femme numéro 2. Passons à l'interprétation, à savoir que comprendre à partir de tout ce que l'on a décrit ici. Rubens illustre ici un épisode mythique et légendaire de l'Antiquité, et pour permettre au spectateur de le comprendre, il faut qu'il puisse reconnaître les différents acteurs. Si l'on reprend donc le portrait réalisé de ces différents personnages, en commençant par la première femme du groupe de gauche, rappelons que nous avions vu un bouclier, une lance, une chouette ou un hibou et un casque. En fait, ce sont autant d'accessoires, d'attributs qui caractérisent le personnage de Minerve. Nous sommes à l'Antiquité gréco-romaine. Minerve est une déesse chez les Romains, la déesse de la sagesse guerrière. Sagesse guerrière, donc elle doit avoir ses attributs de guerrière, comme le casque, le bouclier ou la lance. On reconnaît également sur sa poitrine la tête de Méduse que l'on voyait sur le bouclier de l'œuvre de Rubens. C'est une autre des caractéristiques de la déesse Minerve. On retrouve enfin l'animal fétiche de la déesse, à savoir la chouette. C'est un symbole de sagesse qui lui est associé. Passons au deuxième personnage, la femme du milieu. Il faut reprendre l'œuvre dans son ensemble pour observer comment Rubens installe une courbe dans le tombé du manteau, de même que dans la jambe droite de la femme qui part vers l'arrière, et désigne en réalité le personnage enfantin dans le coin inférieur gauche comme un personnage associé à cette femme. En effet, c'est un binôme, c'est un duo bien reconnaissable ici. L'enfant ailé avec son carquois et la femme dénudée sont un couple de dieux que les Romains appelaient Vénus pour la femme et Cupidon pour l'enfant. En fait, il s'agit d'une mère et de son fils. Nous les avions déjà rencontrés également dans l'œuvre de Botticelli vue dans le premier numéro d'Histoire d'art. C'est le couple divin de l'amour. Vénus est la déesse de l'amour, Cupidon, lui aussi, est le dieu de l'amour, il porte un carquois car il tire sur l'humanité ses flèches de l'amour. Vénus et Cupidon sont donc reconnaissables ici dans les invités
de la scène peinte par Rubens. Continuons avec la dernière des trois femmes, dont la particularité ici était d'avoir un pan à ses pieds. Le pan est le symbole d'une autre déesse romaine qui s'appelle Junon. Junon est la plus importante des déesses puisque c'est la femme de Jupiter lui-même, dieu des dieux dans le panthéon romain. Junon est caractérisé par cet animal fétiche qu'est le pan. Revenons sur les deux hommes de la droite de l'œuvre. Le personnage qui est derrière l'arbre est reconnu grâce à ces deux accessoires ici que sont le casque ailé et le caducée qu'il tient à la main gauche. Il s'agit du dieu Mercure, dieu romain messager. Il porte dans l'œuvre de Botticelli que nous avions vu des sandales ailées. Il peut donc se déplacer à travers les airs pour porter les messages de ses compères les dieux, et il tient ce sceptre, ce bâton, le caducée, qui le caractérise également. Enfin, le dernier personnage assis au pied de l'arbre, il ne s'agit pas d'un dieu, mais d'un berger, reconnaissable à son troupeau que l'on voit à l'arrière-plan, au bâton, le bâton du berger, de même que le chien, guide et gardien du troupeau, qui est à ses pieds. C'est un personnage connu dans la mythologie gréco-romaine, il s'appelle Paris, d'où alors le titre de l'œuvre peinte par Rubens, rappelons-nous, qu'elle s'intitulait Le jugement de Paris. Nous avons donc identifié tous les personnages. Pour rappel, trois déesses sur la gauche. Dans l'ordre de gauche à droite, je retrouve la déesse Minerve, déesse de la sagesse guerrière, puis la déesse Vénus, déesse de l'amour, puis enfin la déesse Junon, l'épouse de Jupiter. Sur la droite, deux hommes, un dieu qui est derrière l'arbre, il s'appelle Mercure, dieu messager, et un berger assis devant l'arbre qui s'appelle Paris. Il est maintenant temps que je te raconte l'histoire qui se cache derrière cette image pour comprendre de quel jugement est en train de nous parler Pierre-Paul Rubens. L'histoire commence à l'occasion d'un mariage, un mariage où sont invités tous les dieux romains, tous sauf une déesse que l'on n'a pas voulu inviter et qui s'appelle la Discorde. Très jalouse et très vexée de cette non-invitation, la déesse de la Discorde met en œuvre une vengeance terrible. En effet, à la surface d'une pomme, elle grave à la plus belle et elle pose en cachette cette pomme sur la table du banquet du mariage. Lorsque les invités, dieux et déesses du panthéon romain, se trouvent à table, ils voient évidemment la pomme. Et quand les dieux lisent que cette pomme est destinée à la plus belle des déesses, une dispute terrible va commencer. Qui est la plus belle? Moi, évidemment, répond Minerve. Mais non, c'est moi, répond Vénus. Non, je suis la femme de Jupiter, je suis la plus belle et la plus puissante. Elle m'est destinée, répond Junon. C'est donc bel et bien une sacrée dispute qui se joue là. Jupiter ne veut pas avoir à choisir, d'autant que dans les trois femmes qui se disputent la pomme, il y a son épouse, la déesse Junon, mais il y a également sa propre fille, qui est la déesse Minerve, la déesse de la sagesse guerrière. Il ne veut vexer personne. Alors, plutôt lâchement, il lui vient cette idée. Il va demander à un humain de choisir pour lui. Il appelle alors le dieu messager Mercure, lui demande de prendre la pomme, d'aller trouver un berger pour lui demander à lui de choisir qui est la plus belle des déesses. Mercure va alors trouver le berger Paris avec son troupeau au sommet d'une montagne. Le problème est que ces trois femmes veulent toutes avoir la pomme. Elles ne vont donc pas laisser choisir Paris. Elles vont tenter de le séduire. Minerve lui promet par exemple, en échange de la pomme, d'offrir à Paris ruse et sagesse. L'épouse de Jupiter, Junon, lui promet la protection de son mari et la toute-puissance. Enfin, Vénus, déesse de l'amour, lui promet, en échange de la pomme, le cœur de la plus belle des humaines, elle s'appelle Hélène. Paris ne sait résister à cette dernière proposition.
Tomber amoureux de la plus belle des femmes le convainc immédiatement. Il décide donc d'offrir la pomme à la déesse Vénus en échange de cet amour. C'est exactement ce que Rubens est en train de nous montrer, l'instant décisif où la pomme est tendue vers la déesse Vénus, d'où ce jeu de regard que nous avions vu tout à l'heure. Le problème, et la suite de l'histoire, c'est que la femme promise par Vénus à Paris, la plus belle des humaines, qui s'appelle Hélène, est elle-même déjà mariée. Et donc lorsque Paris rencontrera plus tard Hélène, qu'ils tomberont amoureux l'un de l'autre, le mari d'Hélène ne se laissera pas faire et ne laissera pas partir sa femme au bras d'un autre homme. Il s'agit d'ailleurs de rappeler que Paris n'est pas qu'un simple berger, c'est aussi un prince, le fils du roi de la ville de Troie. Paris est donc un prince troyen. Avec son armée, le mari d'Hélène va donc déclarer la guerre à la ville de Troie pour se venger et pouvoir retrouver son épouse Hélène. La guerre de Troie, cette guerre mythique et légendaire connue de tous. D'où alors le tout dernier personnage que l'on apercevait dans les nuages en haut de l'œuvre peinte par Rubens, qui est la furie tenant le flambeau de la colère et le serpent de sa main gauche, la furie ainsi invitée par le choix de Paris, par le futur déclenchement de cette guerre terrible, la célébrissime guerre de Troie. En conclusion, autrement dit, que penser de cette œuvre? L'épisode représenté ici par Rubens, le jugement de Paris, a été en réalité représenté de très nombreuses fois dans toute l'histoire de l'art. C'est un moment très marquant puisqu'il explique l'origine de la guerre de Troie. Or, la guerre de Troie étant une guerre légendaire racontée dans de très nombreux ouvrages, naturellement, les artistes vont représenter son origine de nombreuses fois. D'ailleurs, Rubens lui-même va réaliser différentes versions de ce même épisode, avec celui encadré en blanc que nous avons observé aujourd'hui, nous lui en connaissons au moins 4 autres. 5 versions au total dans sa carrière artistique, où il fait varier la disposition des personnages, l'emplacement des attributs, des accessoires, des animaux, etc. Mais c'est toujours bel et bien le même épisode, celui du jugement de Paris. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.